invités. Merci Gad. Merci Olivia, merci Abigail d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir toutes les deux pour parler de deux livres très différents et qui, selon moi, sont en écho l'un de l'autre. Alors, je vous remercie d'autant plus que présenter un livre, c'est toujours émotionnellement compliqué et faire ça sur Zoom, c'est techniquement compliqué. Donc, vraiment, merci pour l'effort, merci pour votre présence, merci pour votre temps. Je vais vous présenter en quelques mots, si vous le permettez. Olivia El-Kaïm, ça fait des années que vous menez une double carrière, puisque vous êtes à la fois journaliste et romancière. Alors, pour le journalisme, vous avez longtemps couvert la politique française. Aujourd'hui, vous écrivez essentiellement sur la bioéthique au magazine La Vie. Et en même temps, vous avez publié plusieurs romans. Il y en a qui ont été particulièrement remarqués, notamment un livre consacré à Jeanne Hébuterne, la compagne de Modigliani. On y reviendra. Vous avez aussi édité un livre sur la psychanalyse, qui est aussi un sujet qui vous intéresse. Et pourtant, avec tous, donc vous animez aussi des ateliers d'écriture, donc tout ce qui est autour de l'écriture vous intéresse. Et pourtant, il y a une chose sur laquelle vous n'aviez jamais écrit jusqu'à ce 6e roman, c'est l'histoire de votre famille. Parce que le tailleur de Rélisane, qui est donc le titre, je vais quand même montrer votre livre. Le tailleur de Rélisane, qui est sorti il y a quelques temps chez Stock, il y a quelques mois, je crois, chez Stock. Le tailleur de Rélisane, c'est Marcel, c'est votre grand-père. Marcel El-Kaïm, petit tailleur dans une petite ville du nord-ouest de l'Algérie. On va y revenir évidemment dans un instant longuement. Abigail Assor, votre itinéraire à vous est plutôt inhabituel aujourd'hui puisque vous êtes née à Casablanca, dans une famille juive qui a choisi de rester au Maroc. Et c'est ce Maroc, le Maroc contemporain, que vous décrivez, enfin en tout cas qui est la toile de fond du roman que vous venez de sortir, alors là littéralement que vous venez de sortir, puisqu'il est sorti il y a quelques jours, hein, Aussi riche que le roi, chez Gallimard. Alors, je l'ajoute pour que le tableau soit complet, que vous avez quitté Casa pour venir à Paris pour faire des études supérieures, en l'occurrence Hippocagne et Cagne. Et comme vous ne faites pas les choses à moitié, vous avez fait ça à Henri IV, qui est l'une des Hippocagnes et l'une des Cagnes les plus difficiles de France. Alors aujourd'hui, vous vous occupez de communication dans un musée. Et je crois que vous regrettez un petit peu de ne pas être devenu prof de lettres, mais donc vous vous rattrapez en écrivant des romans et on va revenir sur votre rapport aux lettres. Olivia, je le disais tout de suite, vous n'aviez jamais écrit sur l'histoire de votre famille et vous racontez qu'il y a un élément qui a déclenché le processus d'écriture sur votre famille, c'est une dispute entre votre fils aîné et votre père. Vous pouvez nous raconter? Oui, alors ça, je ne le raconte pas dans le livre. J'ai dû vous le raconter quand on a préparé Oui. cet entretien. En effet, en fait, bon, il y a plein de choses qui déclenchent l'écriture de ce livre et l'envie de me projeter dans l'histoire de Marcel, mon grand-père. Mais il y a en février 2018 une dispute entre mon père, que je nomme Pierre dans le roman, et mon fils Ruben. Mon fils Ruben qui a 8 ans à l'époque, ils se disputent très fort et mon fils Ruben est très fâché contre son grand-père et me dit qu'il ne veut plus le voir. Et alors à ce moment-là, je lui dis, j'ai une réponse très étrange, très épidermique. Je lui dis, mais enfin, il faut être gentil avec papy. Il a eu une enfance très difficile, il a connu la guerre. Alors mon fils aîné écarquille les yeux et, et je vois que je comprends à ce moment-là qu'en fait, je ne lui ai jamais dit, d'une part, que son grand-père était né en Algérie, et d'autre part, qu'il avait grandi, mon père, dans la guerre. Et à ce moment-là, je me dis, il y a un défaut de transmission, il y a un truc qui ne s'est pas fait, et je vais écrire un livre pour lui raconter l'histoire de son grand-père.
Vous, Olivia, je suis désolée de vous couper, ça c'est Zoom. Quand vous aviez 8 ans, j'imagine que la guerre d'Algérie, c'était l'espèce de mélodie de fond de votre enfance. Vous étiez tout à fait consciente à 8 ans de cette histoire familiale. Moi, quand j'avais 8 ans, donc ça devait être en 84, je vivais à Torcy en Seine-et-Marne. Je ne sais pas si mes grands-parents vivaient déjà à Jean-les-Pins. Je pense qu'ils étaient sur le point peut-être de partir vivre à Jean-les-Pins. En tout cas, quand j'avais 8 ans, ce que je sais, c'est que j'étais très souvent chez mes grands-parents dans mon enfance, ma petite enfance. Ils vivaient au-dessus d'un magasin Franprix à Noisy-le-Grand. Enfin, non, pas à Noisy-le-Grand, qu'est-ce que je raconte, à Neuilly-sur-Marne. Ils vivaient au-dessus d'un magasin Franprix et j'étais très proche d'eux. Et en effet, il y avait une musique qui était la musique de la nostalgie. Enrico Macias, le couscous boulette. Et L'accent, pardon, l'accent, il parlait avec un accent, je présume. c'est marrant parce que je me souviens de l'accent pied noir de mon grand-père et de ma grand-mère, mais plutôt sur la fin de leur vie. Mais de l'enfance, ça ne me revient pas forcément. Mais peut-être oui. Oui, peut-être un peu à la Roger Hanin, je ne sais pas, sans doute. Mais les souvenirs de l'enfance, c'est un truc compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui est reconstitué ou ce qui est reconstitué à partir de photos, à partir de films, à partir de fantasmes. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute mon enfance, l'Algérie, c'est très présent. Une forme de nostalgie du pays perdu. Je pense qu'à un moment donné, je pense même que j'y suis née ou quelque chose comme ça. Je pense en tout cas qu'on va y aller, qu'on va y retourner. Alors qu'en fait, vous êtes né en France. Oui, moi je suis née en 1976 à Noisy-le-Grand. Et en fait, je suis née, je me suis rendu compte en préparant le texte et en réfléchissant beaucoup à l'Algérie, à ma relation à l'Algérie, c'est que finalement, je suis née assez vite après leur arrivée en France. Ils arrivent en 62, finalement, je n'ai que 14 ans après leur arrivée en France. 14 ans pour s'intégrer à un pays, c'est très court finalement. Je suis la première à naître sur le territoire français. Ça n'est pas rien. Alors, puisque vous en parlez, donc vos grands-parents, c'est-à-dire Marcel et Viviane, enfin, je ne sais pas si ce sont leurs vrais noms ou si vous Alors, tout est vrai, tout est vrai sauf le nom de votre père. sauf le prénom de mon père qui est encore vivant et le prénom de ma mère qui est encore vivante et que je voulais pas forcément préserver parce que je crois que je les préserve pas, je suis pas de ce genre-là, mais en revanche, je voulais leur permettre de dire que c'était un roman et de se mettre à distance de leur personnage, enfin de ce que je raconte d'eux. Alors, donc ce roman, il prend l'histoire de Marcel et de Viviane. On démarre à Rélisane, en pleine guerre d'Algérie. Vous racontez la vie dans cette petite ville où votre grand-père a une échoppe de tailleur, où on vit au-dessus de la boutique, où vous ne cachez rien des tensions d'abord entre vos grands-parents et puis entre votre grand-mère et sa belle famille. Vous parlez aussi, vous donnez un peu ce sentiment d'une vie qui serait facile, même malgré, qui serait même agréable, sauf que, bien sûr, on est en pleine guerre d'Algérie. Et vous commencez assez brutalement votre livre sur un incident lié à la guerre d'Algérie. Euh, vous le dites, c'est un roman, mais j'ai eu le sentiment en lisant que c'est un roman qui s'appuie sur une enquête assez précise. J'imagine que vous avez recueilli des témoignages, vous avez été chercher des documents, c'est ça? J'ai travaillé pendant 18 mois, presque 2 ans. J'ai beaucoup écouté mon père. Je l'ai fait parler. J'ai fait parler mon père avec mon fils Ruben. Donc c'était assez beau ça de voir le dialogue s'enclencher entre mon père et mon fils aîné, parce qu'il y en a un qui est plus petit et qui n'est pas en mesure, enfin qui n'était pas à l'époque en mesure de comprendre ce qui se passait. Oui, donc j'ai interrogé des vieux oncles, des vieilles tantes. Je suis allée voir des vieilles tantes qui ont 95 ans aujourd'hui, donc qui ont connu cette période, qui étaient adultes à l'époque. Et j'avais vraiment envie de reconstituer cette période-là, c'est-à-dire globalement de 52, date de naissance de mon père, à 62. J'avais envie de restituer comment on vivait en Algérie à ce moment-là, dans ce climat de tension, cette guerre qui ne dit pas son nom, cette manière dont finalement les destins individuels sont percutés par des événements qui vont être beaucoup plus grands qu'eux, c'est-à-dire la guerre, les bombes,
la peur et la nécessité de partir de chez soi. Marcel, votre personnage principal, Marcel et Viviane, puisqu'en fait c'est le couple qui est votre personnage principal, on l'observe de l'extérieur. J'ai trouvé que c'est intéressant. Vous parlez, vous le décrivez avec beaucoup de tendresse, mais vous le décrivez de l'extérieur. À aucun moment, ou alors j'ai loupé quelque chose, mais à aucun moment, il n'y a sa voix. On ne l'entend pas parler. On le voit agir, on le voit faire des choix, on le voit prendre des décisions. Euh, elle est beaucoup plus vocale, Viviane. On l'entend penser quand même, Marcel. On Il l'entend un pense, peu penser, c'est il y a vrai. beaucoup de discours indirects libres. Non, non, on l'entend penser, il y a des dialogues, on l'entend parler. Après, peut-être. Alors là, franchement, c'est un point de vue extérieur. Pour moi, en fait, il était important de mettre à distance la légende de mes grands-parents. Pour moi, mes grands-parents, ce sont mes grands-parents. Si je me dis je vais écrire sur mes grands-parents, en fait, c'est un impossible. Donc, il faut qu'ils deviennent des personnages. Donc, c'était important pour moi que mes grands-parents deviennent des personnages. Comme j'ai mis, quand j'écrivais sur Jeanne et Buterne, la muse de Modigliani, j'ai mis à distance le fait qu'il s'agissait de Modigliani et des Buterne, et j'ai fait comme si il s'agissait de personnages, j'ai envie de dire, lambda. Alors que, bon, ça a été un grand peintre, une grande muse, voilà, une grande amoureuse et tout ça. Et là, bah, mes grands-parents, il a fallu que je fasse une démarche presque psychologique pour me dire, OK, ce sont mes grands-parents, mais je vais aussi en faire des personnages pour pouvoir imaginer, par exemple, leur intimité, comment ils sont au lit, comment ils s'embrassent, comment ils se déchirent, voilà, comment ils se parlent, etc. Ça, c'était important pour moi de ne pas être complètement écrasée par le fait qu'il s'agissait de mes grands-parents. J'ai une dernière question. Vous mentionnez dans le livre, à un moment, vous parlez vous avez retrouvé des papiers qui datent, je pense, de l'époque où votre grand-père était soldat. Et il y a marqué El Kaïm en 2 mots. Et maintenant, El Kaïm, c'est devenu El Kaïm en un seul mot. Et sans Euh, tréma. et sans tréma. Et quelqu'un m'a posé la question, est-ce que ça se lit El Chaim normalement? Est-ce que c'est Chaim, la vie en hébreu, ou pas du tout? Alors, il y a vraiment plein d'options. Il y a plusieurs traductions. Il y a intendant et rebelle en fonction de l'arabe ou de l'hébreu. El Rahim, on me l'avait déjà dit. Il y a un rabbin qui m'avait dit ça autrefois, que ça voulait dire la vie. Moi, je l'ai toujours prononcé et entendu prononcer El Kaïm. Et en effet, ça s'écrit dans les papiers des années voilà, 30, 40, et même sur le passeport de mes grands-parents, c'est E-L, plus loin, K-A-I-M. Et pour que les gens qui nous regardent comprennent, j'ai voulu à un moment donné gommer cette histoire à la fois presque de mon corps et de mon nom, et j'ai demandé au procureur de la République de Bobigny de resserrer mon nom et d'en faire E-L-K-A-I-M, de C'est vous qui, franciser en c'est quelque vous sorte. qui avez fait cette demande, c'est pas votre père, c'est vous qui avez Non, fait cette demande. non, non, mon père n'a jamais fait cette demande. D'ailleurs, je pense que dans les papiers d'identité, notre nom s'écrit de plein de manières différentes. Et moi, oui, j'ai eu besoin de faire cette démarche étrange à un moment donné, oui. Comme si j'avais besoin d'accomplir une assimilation parfaite à la France, comme c'était le rêve de ma grand-mère. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure, dans un instant, de cette arrivée en France de vos grands-parents. Je voudrais poser quelques questions à Abigail Assor. Abigail, quand je parlais du fait que j'allais vous recevoir toutes les deux, beaucoup de gens m'ont demandé, notamment beaucoup de gens m'ont demandé, mais quel est le rapport entre ces 2 livres? Puisque le vôtre se situe au Maroc, le livre d'Olivia est une espèce d'enquête sur le passé familial, le vôtre se situe à l'époque tout à fait contemporaine, puisque vous précisez même que ça se passe en 1994. Et pour moi, je dois dire qu'il y a un écho. C'est un peu comme si, en lisant votre livre, après avoir lu celui d'Olivia El-Kaïm, c'était un peu comme si quelqu'un me disait, tiens, ils ont quitté l'Algérie et voilà un peu, bon, c'est pas l'Algérie, c'est le Maroc, mais voilà ce qui s'est passé des années plus tard, quand il n'y a plus de juifs, dans un pays où il n'y a plus de juifs, où il n'y a plus non plus cette espèce de couche de la bourgeoisie
et puis aussi cette communauté qui est à la fois dedans et dehors, puisque c'était ça la particularité des Juifs, c'est qu'ils étaient à la fois dedans et dehors. Et donc, vous nous racontez l'histoire du Maroc. C'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est il y a 30 ans, mais c'est le Maroc de votre enfance. Et je voudrais vous poser la même question qu'à Olivia. Qu'est-ce qui a, alors elle me l'avait raconté, mais vous, qu'est-ce qui a déclenché cette histoire, ce livre? Alors, c'est intéressant le lien entre les deux livres. Je répondrai à votre question juste ensuite. Mais quand j'ai terminé le livre d'Olivia et même pendant la lecture, je me suis fait la réflexion que c'est quand même vraiment, il y a vraiment des choses similaires dans le fait d'avoir été deux pays sous une forme de domination française, même si dans le cas de l'Algérie, c'était une domination tout autre qui a duré plus d'un siècle, alors que dans le cas du Maroc, c'était un protectorat et que ça a duré seulement 44 ans. Mais particulièrement en lisant ce passage dans le livre d'Olivia où elle raconte qu'elle a voulu changer l'orthographe de son nom, je me suis dit que il y avait quand même ce reste d'une sorte peut-être de supériorité française qui est restée dans les deux pays. Je pense que dans mon livre, en tout cas, j'ai essayé de le faire ressentir, cette obsession de l'Occident qui est encore très forte au Maroc, qui était forte il y a 30 ans et puis qui est toujours aussi forte aujourd'hui. Maintenant, je vais répondre à votre question. Donc, ce qui a démarré, je dirais, l'écriture de ce livre, c'était, je dirais, une envie peut-être de réhabiliter une forme de présence, enfin plutôt ma présence au Maroc, parce que la condition des femmes dans les villes, les grandes villes marocaines n'est pas forcément idéale. On a un espace public qui accueille pas forcément les femmes. Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment déambulé dans la ville. J'avais vraiment jamais tout à fait marché dans les rues de Casablanca. Et j'avais comme besoin de réhabiliter cette présence, de pallier ce manque et donc de voyager dans la ville à travers l'écriture. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait commencer à écrire sur Casablanca. Bon, alors on raconte l'histoire en un mot. Donc on suit un groupe de jeunes. Donc à Casa, je le disais, vous l'avez situé en 94, sachant que vous êtes né en 90, on va en reparler. Donc vous le mettez dans votre toute petite enfance. Alors il y a les garçons d'un côté, il y a les filles de l'autre. Les garçons, ils ont entre 20 et 25 ans. Les filles, elles sont lycéennes, elles sont plus jeunes. Et l'histoire est racontée, là encore, il y a un procédé narratif, elle est racontée par Sarah, qui est en même temps l'héroïne du bouquin. Et là encore, peut-être que ça m'a échappé, mais je crois qu'il n'y a pas une phrase dans laquelle elle dise je. Elle raconte ce qui se passe, mais elle raconte, comme si elle était une observatrice extérieure. Et donc, alors Sarah, il y a 3 traits qui la caractérisent. Elle est donc jeune, très jeune, elle est belle et elle est très pauvre. Et elle fréquente donc un groupe comme elle est... Ah non, il y a un 4e trait, c'est qu'elle est française. Je voudrais que vous m'expliquiez ça. Donc, étant française, elle va au lycée français et elle rencontre cette bourgeoisie marocaine et notamment donc ces jeunes hommes qui sont, eux, pleins aux as, qui viennent de familles très riches. Et pour autant que j'ai pu le voir dans le livre, qui sont totalement oisifs. Ils font vraiment rien de leur vie. Et elle a un objectif très clair, très précis et très définie. Elle veut se sortir de la misère et pour se sortir de la misère, elle va épouser un des garçons du groupe qui s'appelle Driss et qui est, d'après ses copains, aussi riche que le roi, ce qui est le titre de votre livre. Alors, bizarrement, c'est une histoire d'amour totalement cabossée que vous racontez, avec beaucoup de... C'est brutal, c'est cru, et vous faites le contraire de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on met en avant le romantisme, la tendresse. Vous mettez en avant la brutalité des relations et vous cachez, il faut vraiment regarder entre les lignes pour comprendre que c'est une histoire d'amour entre ces 2 personnages. J'ai raison ou je me trompe? Vous avez raison. En fait, c'est vrai que j'avais envie de
commencé l'histoire comme faisant croire que ça allait être une histoire d'amour avec des personnages qui sont plutôt archétypaux, pour en fait finalement en dévier et raconter en fait moins une histoire d'amour que l'histoire d'un destin social. Et un destin social qui est d'autant plus immuable qu'on est donc en 94 sous le règne du roi Hassan II, on est en pleine année de plomb. C'est un contexte qui est extrêmement répressif, extrêmement conservateur. Il y a un ordre établi, religieux, moral, qui est presque immobilisant. Et donc, changer de classe sociale, ce n'est pas aisé normalement, mais c'est encore moins aisé dans un contexte pareil. C'est aussi pour ça que j'ai situé l'intrigue à ce moment-là. Et effectivement, l'histoire d'amour, elle est une sorte de prétexte pour raconter ce destin social-là. Donc, ce n'était pas tellement le centre du propos. Et d'ailleurs, c'est une histoire d'amour qui est assez particulière, qui est peut-être moins... Le lien, la nature du lien est moins de l'ordre de l'amour que de l'ordre du lien fraternel. C'est-à-dire qu'elle s'épanouit dans le silence, dans une forme de torpeur. Sarah et Driss, ils ne se parlent pas beaucoup. Ils ont un lien qui n'est pas tout à fait celui du schéma amoureux classique. 2 questions en une. Pourquoi est-ce que Sarah est française ? Et d'autre part, est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je dis que cette société que vous décrivez, c'est en fait une société de caste ? Ce n'est pas seulement des classes sociales qui sont figées, c'est carrément des castes. On est quelque part et c'est impossible de s'en extirper. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette idée de caste. J'ai été assez marquée quand j'étais au Maroc de cette opacité entre les classes sociales, c'est-à-dire que les classes sociales différentes ne se rencontrent pas. Et je dirais que le seul moyen de rencontre, c'est dans des relations dominant-dominé. Donc, on va être servi par une personne d'une autre classe sociale ou alors on va la servir. Mais il n'y a pas du tout de rencontre. Et même dans ce lycée français qui existe, que je décris, c'est un lycée quand même qui est majoritairement, très, très majoritairement très bourgeois, où il y a très, très peu de mélange. Donc, effectivement, c'est une société de caste. Et pour revenir sur votre question sur le choix, le fait d'avoir fait de Sarah une Française, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est le facteur d'intégration par rapport à la langue. La langue française au Maroc, sûrement un impact du protectorat, c'est quand même un facteur d'intégration dans les classes bourgeoises qui est assez marquant. Et une jeune fille marocaine des conditions sociales de Sarah aurait eu peut-être un accès à la langue française moindre. Et il y avait très peu de possibilités pour qu'une Marocaine qui parle mal le français ou qui parle français avec un accent puisse avoir accès à ces sphères. Donc, c'était aussi un souci de vraisemblabilité. Et puis, une autre raison, c'était peut-être aussi de piquer l'ego colonisateur des Français. Je dis ça évidemment avec humour, mais c'est vrai qu'on a tendance à croire depuis la France que la relation dominant-dominé, elle est du français sur le marocain ou sur le maghrébin, que en fait, dans les pays du Maghreb, les personnes de nationalité européenne vont avoir tendance à être plutôt hautes sur l'échelle sociale. Et je voulais montrer qu'en fait, au Maroc, ce n'est pas du tout le cas. Au Maroc, le pouvoir, c'est vraiment l'argent. Ce n'est pas seulement, c'est pas la nationalité, c'est vraiment l'argent. Donc, c'était aussi une manière de montrer ça, de renverser un peu le cliché qu'on peut se faire du rapport français-marocain. Olivia, je voudrais qu'on revienne... Je vous interromps juste un instant, Esther. Non, mais, je dis à destination de ceux qui nous écoutent que c'est un très grand livre, le livre d'Abigail Assor. C'est un très, très grand livre parce que justement, tu vois, ce que tu décris et ce qui fait la marque d'un grand livre, c'est la multiplicité des points de vue, le fait que les choses sont ambiguës, ambivalentes et pas noires ou blanches. Et je trouve que tu expliques très bien le fond de ton livre, enfin en tout cas son soubassement à la fois historique et sociologique. Moi, j'ai vraiment, je le dis et je te l'ai dit en privé, mais pour moi, c'est un très, très grand livre. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre, justement parce qu'il est subtil. Voilà. Pardon, Esther, je vous écoute. Il y a aussi une Merci beaucoup, Olivia. Je suis flattée.
Il y a aussi une très belle écriture. Olivia, dans votre livre à vous, donc on quitte l'Algérie avec Marcel et Viviane, et on arrive dans une France qui est, enfin, la façon dont cette famille est reçue en France, c'est ce que racontent souvent des pieds noirs juifs ou non juifs. C'est abominable la façon dont ils ont été accueillis en France. Alors, bon, en fait, moi, ça, c'est un récit que j'ai beaucoup entendu de la bouche de mon père. C'est-à-dire, j'ai beaucoup entendu cette histoire de quand il est arrivé avec sa mère et son frère en France, après avoir quitté l'Algérie dans des conditions extrêmes, j'ai envie de dire extrêmes, parce que ils partent une main dans devant, un... une main derrière, dit votre Oui, grand-mère. ça c'est l'expression pied noir classique. On est parti, une main devant, une main derrière. S'il y a des pieds noirs qui nous écoutent, des juifs pieds noirs, ils savent que c'est une expression très, très répandue. Alors, bon, ce discours sur l'arrivée en France, je l'ai beaucoup entendu dans la bouche de mon père. Je pense que ça a été un vrai traumatisme pour lui. Je ne veux pas parler pour lui, mais en tout cas, comme moi, je le percevais. Ils arrivent à Toulouse. Donc, ils arrivent d'abord à la Sénia, qui est l'aérodrome à côté d'Oran. Ils sont parqués en attendant d'avoir le numéro d'avion. On les fait embarquer dans un avion au bout de 2 ou 3 jours. Ils arrivent à Toulouse. Et il faut s'imaginer, d'une part, que mon père, qui a 10 ans, ses parents lui ont dit « T'inquiète pas, on part en grandes vacances. » Bon, déjà, il y a ça. Bon. Mais ils arrivent donc dans une France qui ne les accueille pas. Ils sont accueillis par des religieuses à Toulouse. Marcel est resté à Relisane pour régler les affaires courantes. Et ils vont se retrouver complètement perdus à Toulouse. Bon, chez ces religieuses qui les accueillent, qui les nourrissent, etc. Olivia, et ensuite, oui. Juste pour faire écho à ce dont on parlait avec Abigail, pour eux, ils sont français quand ils quittent l'Algérie. Ah bah bien sûr, mais pour eux, l'état civil aussi. Oui. Je veux dire, mais ils arrivent en France. gens qui partent, les gens qui sont obligés de partir, ce sont des Français d'Algérie, juifs ou non juifs, mais en tout cas, voilà, ce sont des gens qui ont la nationalité française et qui ont un rapport. Si c'est comme ma grand-mère, par exemple, elle avait un rapport complètement fantasmé à la France, pays des droits de l'homme, elle pensait qu'elle allait être accueillie comme une reine. Bon, elle va déchanter très fort, notamment parce que quand Marcel les rejoint à Toulouse, bah, ils ne vont pas trouver de travail, ils n'ont rien, ils ont dû tout laisser derrière eux, et il faut quand même s'imaginer pour les jeunes générations ce que c'est que de laisser une maison, tout laisser. En fait, mon père a été traumatisé et ça me ferait presque monter les larmes aux yeux par l'abandon de ses jouets. Voilà, d'avoir dû choisir un jouet. D'ailleurs, ça a des répercussions importantes dans sa vie aujourd'hui puisqu'il passe son temps à acheter des jouets à mes propres enfants. Comme pour récupérer quelque chose qui a été définitivement perdu, et c'est assez émouvant. Et donc, en fait, ils vont se retrouver. Mon grand-père va avoir un petit boulot à Angers et ils vont se retrouver à vivre dans une cave pendant de très nombreux mois. Et il se trouve que l'hiver 62, 63, c'est un des hivers les plus froids qu'ait connu la France et la Loire va geler. Et donc, c'était très important pour moi, sans sombrer dans le misérabilisme, de raconter la manière dont ces Français d'Algérie, ces Juifs, Juifs français d'Algérie, ont été accueillis par une France qui n'a pas su les accueillir et qui les voyait comme peut-être un peu des gens qui les envahissaient, qui venaient prendre leur travail, leur logement. C'est une France quand même qui sort de la guerre. Voilà, mes grands-parents ont atterri quand même dans la France angevine. C'est une France vraiment, voilà, c'est la France du vin, c'est une France traditionnaliste. Je pense que ça n'a vraiment pas dû être facile pour eux. J'ai 2 questions à vous poser. Vous êtes journaliste. Ce récit, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « je vais le traiter en journaliste ». De toute façon, je fais une enquête. De toute façon, je recueille des témoignages.
Ou est-ce qu'il a été évident dès le départ que ce serait un roman? Et pourquoi? Alors, en fait, c'est mon intimité, c'est mon histoire familiale. En fait, la question du traitement journalistique s'est jamais posée. En fait, pour moi, la question, c'était comment réussir à poser des questions à mon père, à mes oncles, à mes tantes, sans être complètement absorbée par l'émotion. Et donc, parvenir à mettre à distance l'émotion pour picorer des informations qui me permettraient ensuite d'enrichir un texte complètement romanesque. Je précise pour ceux qui nous écoutent qu'il s'agit d'un roman, dans le sens où quand on est avec Marcel, c'est complètement inventé. Quand il parle avec le leader indépendantiste Amirouche, je ne suis pas avec lui. Je réinvente complètement ces moments. Donc, il fallait bien que je me nourrisse de lectures, de témoignages pour pouvoir inventer toutes ces scènes dans lesquelles mon grand-père est protagoniste. Est-ce que vous pensez qu'il a fallu avoir 5 romans sur des sujets variés derrière vous, dans votre besace, pour pouvoir aborder celui-là? Mais moi, j'étais persuadée que jamais je parlerais de l'Algérie, en fait. C'est ça la magie de l'écriture et de notre cerveau, de notre inconscient. C'est que c'était jamais, jamais. Je me souviens quand j'ai publié Les Graffitis de Chambord, qui était mon premier roman en 2008, Marcel était encore vivant, il était à la maison de retraite avec ma grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer, et il avait dans ses mains Les Graffitis de Chambord, il était très fier, et il m'avait dit une fois, mais pourquoi toi t'écris pas sur nous, sur notre histoire? Pourquoi t'écris sur les Ashkénazes? Pourquoi t'écris pas sur nous? Je pense que j'étais incapable de lui répondre. Il m'a fallu tout un cheminement intime, personnel, et puis sans doute la déflagration de mon divorce pour, disons, être tellement exilée intérieurement que ça convoque l'exil de mes grands-parents. Il y a une superposition d'exil, si vous voulez. C'est l'exil de mes grands-parents se superpose à l'exil personnel, intime, intérieur que représente mon divorce. Oui, parce qu'il faut préciser que vous vous mettez aussi en scène dans cette histoire. En fait, c'est votre père qui est presque le plus absent. C'est juste j'allais dire un porteur de valise, mais en l'occurrence, c'est peut-être pas Ah très oui, heureux très juste. comme Je image. ne l'aurais jamais présenté comme ça. Je suis pas sûre que ça lui plaise complètement. Mais oui, il apporte la valise. Il apporte le bagage. Il se délaisse du bagage. Et dans ce bagage, il y a tout le passé algérien, les photos, les documents d'archives familiales, etc. Je ne sais plus où on en était. Non, Oui. Non, vous disiez que je me mettais en scène. Alors oui, c'est vrai. Vous êtes un des personnages du roman. Oui, ça n'a pas été du tout facile, ça. Parce qu'au départ, je pensais être complètement extérieure au texte et rester sur Marcel et Viviane, etc. Mais en fait, il fallait que le lecteur comprenne dans quelle mesure ce texte me percute, moi, femme quadragénaire, qui divorce, qui a 2 enfants. Pourquoi je suis dépositaire de cette histoire-là et pourquoi il est nécessaire pour moi, d'une certaine manière, d'en témoigner. Voilà, alors, en témoigner, c'est raconter, mais c'est aussi passer le témoin aux autres générations et notamment à mes enfants. Mais moi, j'ai une question pour Abigail. C'est que je m'interroge, et j'aimerais bien que tu me répondes si c'est possible, sur finalement le soubassement intime de ton roman. C'est en quoi ça te percute, toi? Pourquoi pourquoi tu situes cette histoire en 94 et pourquoi c'est si important pour toi, cette histoire, en fait, de manière intime, tu vois? Bonne question. En 94, il y a des raisons qui ne sont pas tellement intimes, qui sont plus des raisons qui m'arrangent. Déjà, on a compris, Hassan II, etc. C'est ce que tu voilà, la pesanteur politique se prêtait bien aux propos. Et puis, une autre raison un peu plus personnelle, c'est que les souvenirs les plus vifs, étonnamment, en tout cas les souvenirs les plus évocateurs que j'ai du Maroc, c'est vraiment les années 90. Donc, mais plein d'objets sur lesquels j'avais envie d'écrire, comme, je ne sais pas, les portefeuilles à scratch, les vieilles télévisions, les Walkman. Pourtant, j'étais très jeune et j'ai vécu au Maroc aussi à la fin, juste avant les années 2010, comme je suis partie en 2008. Donc, j'ai aussi vécu les premiers,
enfin les premiers iPods. Donc, je n'étais pas obligée d'écrire là-dessus, mais c'est vrai que c'était une esthétique qui me plaisait plus égoïstement. Après, la raison intime, la raison pour laquelle cette histoire était importante pour moi, je pense que c'est aussi parce que j'ai grandi dans un milieu très privilégié, très protégé, avec toujours cette vision de la violence et de la pauvreté, mais comme derrière un écran ou derrière la vitre d'une voiture qui serait fermée à double tour. Et je pense que je suis passée devant ces scènes de violence et ces scènes d'injustice sans tout à fait en prendre la mesure. Et quand je suis arrivée en France, il y a quand même une sorte de colère qui a grandi en moi, où la question c'était, mais comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre avec ce système de caste? Comment on peut vivre en côtoyant la pauvreté, en se mêlant pas à la pauvreté? J'ai un ami marocain qui, en arrivant en France, m'a dit quelque chose de terrible, mais qui est assez révélateur. Il m'a dit, c'est en France que je me suis rendu compte qu'un serveur ou un chauffeur de taxi sont des humains au même titre que moi. Alors, dans cette phrase, il y a énormément de violence, c'est cruel, mais il le disait avec beaucoup de naïveté et même de sincérité. Et il y a quelque chose quand même aujourd'hui dans les classes bourgeoises au Maroc qui est de l'ordre de cette cruauté. Et je pense qu'il y avait une volonté chez moi comme de comprendre et peut-être aussi de me pardonner d'avoir vécu 18 ans devant ça en profitant en fait de ces privilèges sans vraiment me rendre compte des problèmes qui étaient sous mes yeux. Je prends le relais. J'ai une question technique. C'est un premier roman. Oui. Je présume que ce n'est pas le premier texte que vous ayez écrit. Abigail, vous devez avoir des manuscrits dans vos tiroirs quelque part. J'en ai un et demi. J'en ai écrit un. J'ai écrit un tout premier roman qui est au demeurant assez médiocre, qui est dans les tiroirs. Et puis j'ai la moitié d'un autre roman qui, j'espère, verra le jour. Vous êtes une plume disciplinée, vous vous donnez 3 heures par jour, vous faites X centaines de mots. Comment vous travaillez? Alors, je suis effectivement assez disciplinée. En fait, j'essaye de contrôler le jaillissement. On peut avoir dans toutes les formes d'art une forme de jaillissement quand on écrit, quand on chante, quand on peint, quelque chose de brouillon, mais en même temps qui vient vraiment de ses entrailles et qui peut avoir une très, très belle poésie. Mais j'essaye de contrôler ça parce que j'ai l'impression que pour faire un bon roman, un bon texte, il faut trouver l'équilibre entre ce jaillissement et une forme une manière de l'aborder un peu plus cérébrale où il faut vraiment réussir à créer une histoire qui est vraisemblable, qui est puissante, qui est solide. Donc, je fais énormément de recherches. Je garde quasiment jamais la première version d'une phrase. Je la retravaille. Je cherche toujours la justesse, le bon mot, la bonne image. Ça me prend du temps, c'est laborieux, mais j'ai l'impression que le roman doit atteindre une forme d'absolu. Il y a un très beau passage de Romain Gary dans La promesse de l'aube, où il dit que il dit qu'enfant, il a toujours cherché à jongler avec 6 quilles, mais il n'y arrivait pas, il arrivait à jongler qu'avec 5 quilles. Et il dit que pour lui, l'écriture, c'est ça, c'est arriver à jongler avec la 6e quille. C'est une forme d'absolu qu'on n'atteindra peut-être jamais. Donc, je cherche cet absolu-là en écriture. Mais je ne l'atteins pas, hein, mais j'essaye. Mais les quilles ou les blocs de Lego, quels sont les premiers qui apparaissent? C'est les personnages, c'est l'atmosphère, vous parliez des objets des années 90, c'est ça qui est venu le premier? C'est vraiment les images. Donc, je vois vraiment très clairement une image, une plage, une piscine, des visages. Et puis ensuite, j'essaye de trouver les mots que m'évoquent ces images, les images que m'évoquent ces images. Et puis ensuite, je fais un tri pour trouver le bon mot, le mot juste pour décrire ce que je veux. Un mot qui est suffisamment juste pour donner une image immédiate, mais qui en même temps n'est pas dans le cliché. Donc, la recherche de ce mot est laborieuse. C'est le cœur de mon écriture, en tout cas.
Olivia, en vous lisant, quand vous parlez, quand on vous parle au téléphone, il y a une espèce de, là aussi, de jaillissement, alors que j'ai eu le sentiment en lisant votre livre que votre écriture est très tenue, que vous faites, que justement, que vous contrôlez beaucoup, puisqu'on parlait de jaillissement dans votre cas, en écrivant. C'est vrai ou je me trompe? Alors, j'essaie de réfléchir à... En fait, c'est sans doute... chez moi, bon, il y a la recherche d'une langue, de ma langue propre, ou sale, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de ma langue intime qui s'exprime dans l'écriture, mais toujours avec la crainte de ne pas avoir le bon mot, de ne pas avoir la bonne phrase, d'être dans le poncif, la crainte que ce ne soit pas intéressant. Je pense que oui, il y a l'idée de quelque chose qui ne pourrait pas s'exprimer aussi, d'un silence absolu. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai des phrases assez courtes, des petits chapitres, enfin des chapitres assez courts, voilà, des paragraphes courts. Je ne sais pas si, enfin j'ai l'intuition, c'est pas complètement, disons, quelque chose qui est complètement abouti dans ma réflexion. Mais j'ai l'impression que mon rapport à la langue et à l'écrit est lié au fait que finalement, la langue française est une langue récente pour ma famille, puisque dans ma famille, et mon grand-père et mon arrière-grand-mère parlaient arabe. Il vous parlait en arabe à vous? Oui. Et que finalement, le français était la langue qui est venue ensuite, enfin qui est venue à la fin du 19e. Et donc je me demande dans quelle mesure, oui, je me sens légitime dans la langue française. Je ne sais pas, voilà, je pense qu'il y a un questionnement de ma légitimité dans la langue française qui fait que, par exemple, je passe mon temps quand j'écris à consulter le dictionnaire et à travailler avec le dictionnaire des synonymes, le dictionnaire, etc. J'ai une grande passion dictionnaire. Je le disais en début de notre entretien, vous êtes journaliste, vous êtes romancière, vous animez des ateliers d'écriture, vous avez fait un livre sur la psychanalyse et quand on s'est parlé au téléphone, c'est un sujet dont vous parlez facilement. Quelle est la différence? Parce que j'imagine que quand on est en analyse, le genre de matériaux qui constitue votre livre, vous l'avez travaillé, retravaillé, tiré dans tous les sens, malaxé. Qu'est-ce qui change quand on en fait un livre? Alors, justement, non. En fait, j'ai mis longtemps à comprendre que d'une certaine manière, et avec tous les guillemets historiques que ça nécessite, je suis une sorte de fille d'immigré. Mais ça, je l'ai compris sur le divan. Voilà, fille d'immigré, c'est venu sur mon divan au terme de plusieurs années. Mais non, cette matière que j'évoque dans mon roman, c'est-à-dire l'histoire de Marcel, l'histoire de Viviane, c'est pas forcément quelque chose que j'ai tiré dans tous les sens sur mon divan de psychanalyse. Je pense que justement, il y a la psychanalyse et puis il y a le travail de création et c'est deux choses très, très, très différentes. Je pense que la psychanalyse permet de se délester de poids, permet de se délester de certains mots, d'une certaine boue. Et ensuite, en fait, on dit que la psychanalyse permet deux choses, c'est de travailler et d'aimer. Bon, ben, je pense qu'au bout de nombreuses années et après avoir payé, je pense, une piscine olympique à mon psychanalyste, eh bien, je parviens à faire les deux, à aimer un homme et à travailler. Bien que, bon, la situation actuelle, le Covid, tout ce bazar, je trouve n'est pas particulièrement propice à la création et en ce moment, je me sens plutôt tassée. Enfin, en tout cas, si vous arrivez aux deux, votre psychanalyste mérite sa piscine olympique. Abigail, on n'arrête pas quand même de parler d'identité, quoi. Vous m'avez raconté quand vous êtes arrivée à Paris, le choc de découvrir une France qui, là encore, ne correspondait pas à l'image que vous en aviez. Oui, j'avais l'impression en fait que je connaissais la France parce que à Casablanca, en tout cas dans les grandes villes au Maroc, la présence française, elle est encore très très palpable. Donc moi, j'ai toujours parlé le français.
alors que je suis marocaine de mes deux parents et marocaine depuis 5 siècles. Donc, Parler arabe aussi? moi, je parle un très, très mauvais arabe, donc le français est vraiment ma première langue. Et puis, les médias aussi, les médias que je consommais, c'était la télévision en français, les magazines français. Donc, c'est vrai que j'avais l'impression de connaître la France. Mais en réalité, je la connaissais très peu. J'y avais mis les pieds qu'une seule fois et pas très, très longtemps. Et donc, en arrivant en plus dans un milieu qui est assez particulier, qui est un milieu, le milieu de la prépa littéraire, qui était assez exigeant, c'est vrai que j'ai constaté un décalage culturel et j'ai vite eu, je pense, au bout de 24 heures, la volonté d'intégration. Je voulais être intégrée en France, je voulais qu'on ne se rende jamais compte que je n'étais pas française. Est-ce que vous pouvez me décrire, c'est quoi le sentiment d'étrangeté quand on arrive dans ce milieu? Qu'est-ce qui fait? Vous avez un souvenir de quelque chose qui vous a dit ah ben, j'appartiens pas? Bon, alors à Henri IV, c'était très spécial parce que les étudiants faisaient des blagues sur Marcel Proust que je ne comprenais pas, donc c'était déjà particulier. Mais même le fait de déambuler dans la ville était très nouveau pour moi. Je n'avais jamais vraiment marché dans la ville. Et puis, arriver à Paris, c'est également particulier puisqu'il y a quand même une brutalité des citoyens. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de brutalité qui n'était pas du tout celle que... Enfin, c'est pas du tout comme ça que ça se passe au Maroc. Au Maroc, il y a quand même peut-être une empathie généralisée. On est assez ouvert à l'autre dans les rapports, les rapports sociaux. Mais c'est vrai qu'il y avait une brutalité en France à laquelle je n'étais pas habituée, qui était assez surprenante. Et c'est vrai que écrire un livre en français publié chez Gallimard, il y a quelque chose de l'ordre de l'intégration en France pour moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai réussi. Et puis en même temps, la volonté d'écrire sur le Maroc, que j'ai un peu... j'ai un peu tourné autour du pot pendant plusieurs années avant d'accepter d'écrire sur le Maroc. Parce que j'avais cette volonté d'être intégrée en France. Je pense que ce livre, c'est aussi une manière de dire que je suis tout à fait marocaine et tout à fait française d'une certaine manière. En dehors de l'aspect intégration qui est quand même réussi de façon spectaculaire, hein, parce qu'un premier roman chez Gallimard, c'est pas courant, est-ce que ça vous a changé aussi intérieurement le fait d'écrire? Pas le sujet, pas le fait d'être publié, mais le processus d'écriture. C'est difficile de savoir si ça m'a changé intérieurement parce que j'ai le souvenir d'avoir toujours écrit. J'ai pas toujours posé des mots sur le papier. J'ai eu des périodes où je le faisais moins. Quand j'étais étudiante, j'écrivais moins, je produisais moins. Mais en moi, ça écrivait. C'est-à-dire j'ai toujours eu une sorte de musique intérieure qui est de l'ordre d'une forme de rapport au monde peut-être poétique que beaucoup d'écrivains, d'artistes ont sûrement. Donc, je ne sais pas à quel point l'acte d'écrire a changé quelque chose en moi, mais j'ai l'impression que c'est simplement une manière d'être au monde. On a besoin de poser les mots, on a besoin de digérer les choses, peut-être de les reconstruire sur papier. C'est simplement une manière de vivre. Je vais vous poser à toutes les deux une dernière question pour refermer cette rencontre. Abigail, dites-moi quelque chose sur le livre d'Olivia, puisque je sais que vous êtes lus mutuellement. Olivia disait tout à l'heure qu'elle a beaucoup aimé votre livre. Si vous deviez dire quelque chose, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit si vous parliez à une amie en lui parlant du livre d'Olivia? Qu'est-ce que vous en diriez? Alors, je disais à Olivia il y a quelques jours qu'elle était responsable du fait que je n'ai rien fait d'autre toute une journée que lire son livre, parce qu'il y a vraiment quelque chose de captivant. Puis cette manière de construire l'histoire, on a envie de jamais cesser de tourner les pages. C'est vraiment difficile d'arrêter la lecture. J'ai été très touchée par cette ambivalence que j'ai également, qu'en tout cas mon histoire, ma famille a partagé, cette ambivalence des Juifs qui ont été comme dans deux pays à la fois. Alors c'était encore plus fort en Algérie puisqu'ils ont été naturalisés alors qu'au Maroc ça n'a pas été le cas.
Et j'ai trouvé ça également courageux d'écrire sur une période aussi trouble que la colonisation, du point de vue des Juifs, qui quand même, donc il y a ce point de vue ambivalent quand même, où ils sont pas tout à fait contre, mais pas tout à fait pour, et puis ça les arrange que les Français soient là, et puis ça, c'est pas un discours qui est facile à entendre aujourd'hui, quand on est sorti de cette période d'impérialisme. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre touchant, courageux, et puis passionnant. Olivia? Merci déjà. Merci, mais c'est vrai que les Juifs en Algérie avaient, pour le dire un peu vulgairement, le cul entre deux chaises et que c'était difficile de tenir le fil, de ne pas juger qui que ce soit. Oui. Non, à propos du livre d'Abigail, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il est magnétique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de magnétique dans le livre, de puissant dans l'écriture et dans l'histoire, oui, très, très nuancée. Moi, j'aime beaucoup l'idée que l'amour est quelque chose de social. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit c'est Driss, le personnage dont est amoureuse la narratrice, enfin amoureuse. Est-ce qu'elle est amoureuse? Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui les rapproche et l'un et l'autre alors qu'ils sont de deux univers sociaux différents. Et ça, je trouve ça passionnant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas pu le lâcher. J'ai pas pu lâcher ce livre. J'ai été happée et voilà. Et j'ai pu arrêter que quand j'ai tourné la dernière page. Et ce qui est la preuve que c'est un bon livre, c'est que les personnages nous poursuivent. C'est qu'on continue à habiter et à vivre avec eux. Et ça, pour moi, c'est le signe que c'est très, très, très bien. Merci beaucoup. Je vais vous remercier toutes les deux. Parce que moi, j'ai adoré vos deux livres. C'est vraiment pour ça que je vous ai invité, que je suis très heureuse qu'on ait pu... Bon, c'est illisible. Olivia El-Kaïm, Le tailleur d'Aurélie Zanne, c'est chez Stock. Abigail Assor, Aussi riche que le roi, c'est chez Gallimard. Je vous remercie infiniment l'une et l'autre. Je suis très heureuse de vous avoir entendu parler de votre travail. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir, peut-être même avant vos prochains livres. Merci à toutes les deux. Merci Gad. Merci à Jérémy Seban qui s'est occupé de la technique. Esther, est-ce que je peux relayer quelques questions? Bien sûr. Bon, alors peut-être une première question. D'abord vous dire à toutes les deux, vous dire que les avis sont unanimes pour les personnes qui ont lu votre livre. C'est un bonheur, c'est beau, c'est émouvant pour Gila. Béatrice relève également le plaisir d'avoir lu le livre d'Olivia El-Kaïm et vous fait remarquer, Béatrice, que le mot pied noir est-il vraiment adapté aux Juifs d'Algérie dans la mesure où, évidemment, les Juifs d'Algérie n'ont rien colonisé du tout. Ils étaient probablement là, bon, pas probablement, sûrement là, bien avant les Bien d'accord avec cette remarque. Et évidemment, le terme pied noir est gênant, en tout cas pour moi, et je le dis dans le roman. C'est un mot avec lequel j'ai un problème. Voilà. Effectivement, je vais également relayer. Nadine vous demande à toutes les deux si vous connaissez la fin de l'histoire lorsque vous vous lancez dans l'écriture de votre livre. Abigail, je vais répondre rapidement. Juste, oui, moi forcément, je connaissais la fin de l'histoire, puisque c'est forcément. Malheureusement, puisque voilà, la fin de l'histoire, ça se termine avec la mort de mes grands-parents, ce qui n'est pas gai, mais c'est voilà, je connaissais la fin de l'histoire. C'est pas toujours le cas. De mon côté, j'avais écrit la scène de fin avant d'écrire le livre. Donc, en fait, j'avais cette scène de fin, donc je ne vais pas vous dire ce que c'était, sinon vous n'allez pas lire le livre. Mais vous n'allez pas spoiler votre propre livre, quand même. Non. Mais c'était inspiré d'un film américain, non? Avec deux femmes. Non, non, alors j'ai pas fait exprès. Mais ça me fait penser à Thelma et Louise, quoi. Ah, je n'y avais pas pensé. Alors, voilà. C'était très inconscient. Mais donc, ouais, j'avais cette scène de fin et puis j'ai construit l'histoire pour arriver aussi à cette fin que j'avais absolument envie d'écrire. En tout cas, je vais également relayer… Attends, je garde juste un petit mot pour reprendre ce que disait Olivia. Thelma et Louise, on sait où ça va, alors que là, la fin d'Abigail reste ouverte. Il y a plusieurs développements possibles.
si je peux me permettre. Bon, ça y est, c'est fini. Najat pose une question pour Abigail et dit tout simplement que votre roman parle de cette injustice que vous avez ressentie lors de votre enfance au Maroc. Pourquoi avoir, mais peut-être avez-vous déjà répondu d'ailleurs, Abigail, au début de cet entretien, pourquoi avoir choisi de parler de cette injustice plutôt que de parler de votre parcours et de votre enfance à Casablanca? Moi, je m'épanouis, on va dire, dans la fiction. J'essaye d'ailleurs, quand j'écris, d'être le plus invisible possible. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de parler de ma propre vie et j'ai vraiment besoin d'incarner les choses que j'ai envie de dire dans de la fiction. C'est pour ça que je suis aussi admirative du livre d'Olivia où c'est à la fois de la fiction et puis à la fois il y a sa présence en filigrane et puis la construction du livre, etc. Et j'aimerais réussir à faire ça, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec la fiction. Moi, j'aimerais bien réussir à faire ce que fait Abigail, vous voyez, donc on n'est jamais content de soi-même. Alors, une dernière question pour toutes les deux. Comment votre livre qui parle de l'univers du Maroc, de l'Algérie, est-il perçu dans ces pays? Abigail, je te laisse là, je fais un temps de réflexion. Alors, moi, il vient tout juste de sortir au Maroc. Enfin, déjà, il vient tout juste de sortir en France et encore plus au Maroc. Pour l'instant, j'ai reçu des retours très positifs. C'est vrai que j'avais un peu peur, notamment en appelant un livre aussi riche que le roi dans une monarchie. J'avais peur que ça pose problème. Et puis, c'est vrai que c'est un livre qui met beaucoup de mots sur plein de réalités sociales dans un pays où les mots ne sont pas vraiment anodins. On a tendance à éviter de nommer les choses. Donc, j'avais un peu peur de la réception, mais c'était mal connaître les lecteurs marocains qui, d'ailleurs, ne m'ont pas attendu pour lire des choses très novatrices. Je pense à plein d'artistes, d'illustratrices, d'écrivaines marocaines qui abordent ces sujets-là. Donc, c'était plutôt des retours positifs des lecteurs marocains. Donc, j'étais ravie. Donc, pour l'Algérie, en fait, intitulé le livre Le tailleur de Relisane, c'était un appel. Un appel à l'Algérie, en tout cas aux autorités algériennes qui m'ont refusé le visa pour aller sur cette terre où sont enterrés mes ancêtres. Donc j'avais, je pense, l'espoir, je caressais l'espoir secret que le livre soit lu en Algérie et il l'est. Je sais que le bouquin circule beaucoup à Relisane et ce qui est un peu la magie des réseaux sociaux, c'est que j'ai des gens qui m'écrivent de là-bas, des Relisanais, en me disant mais on vous fait une invitation, vous serez accueillis ici comme une reine. Et donc c'est très beau, en fait, c'est hyper émouvant, vraiment hyper émouvant de sentir que je suis attendue là-bas et j'ai envie de dire que j'irai les voir, j'irai présenter mon livre là-bas. Je ne sais pas quand, mais je sais que je le ferai. C'est très émouvant. Je vais rebondir, Olivia, sur une question de Jean-Claude qui est somme toute assez personnelle, qui vous demande si Julien El-Kaïm, comptable dans l'administration de l'agriculture à Relisane dans les années 50, est de votre famille. Alors, bon, les El-Kaïm, c'est une grande famille. Julien El-Kaïm, alors il se trouve qu'un de mes cousins germains s'appelle Julien, mais il a une trentaine d'années, donc voilà, donc c'est pas lui. Donc je ne sais pas répondre à Jean-Claude, je suis désolée. Ben voilà, Jean-Claude, tu feras une recherche. Il doit y avoir des arbres généalogiques et tout ça, hein. Donc sur Généanet, je pense qu'on doit pouvoir retrouver. Alors, on va simplement terminer en disant à Paul, Nicole, Muriel, Anne, Maxime, qui relèvent d'ailleurs que voilà, ils vont se précipiter pour lire les livres de nos invités, que vous avez raison, allez-y. Et puis si vous voulez
patienter un tout petit peu et avoir le livre dédicacé, vous nous faites signe. On fera tout ce qu'il faut pour que vous ayez une dédicace personnalisée. Esther, merci beaucoup pour cette soirée. Je vais remercier Olivia Ikaïm et Abigail Assor. C'était un vrai plaisir de vous accueillir à l'Écuge et vous remercier à vous toutes et vous tous qui nous suivez et qui nous avez suivis ce soir. Je vous donne rendez-vous, je vous donne 2 dates, 2 rendez-vous. Le prochain, c'est dimanche soir où nous recevrons pour un entretien avec Virginie Gage, alias The Safe Woman, un entretien un peu décalé. Eh bien, nous recevrons Enrico Macias. Et puis, avec Esther, le prochain rendez-vous d'Esther. Donc, Olivia, à dimanche soir, bien sûr. Ah bah oui, alors là, Enrico, c'est mythique. Et le prochain rendez-vous d'Esther, ben là, vous allez aussi réagir, Olivia, j'en doute pas. C'est David Grossman, le 9 février. Bah oui. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir l'écrivain israélien David Grossman en coopération avec nos amis de la communauté israélite de Genève. Et c'est effectivement un vrai privilège. Et voilà, nous vous donnons rendez-vous et vous disons à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci Abigail, merci Olivia, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.